Bon, ça vous pourrez le regarder, pour ceux qui sont pas là. Bon, donc on va parler des vascularites en différentes membranes basales glomérulaires. J'ai le challenge de le faire en 30 minutes sur les réunions, mais cela dit, j'estime le tour en 30 minutes avec les mêmes diapos vendredi dernier au début de vascularite. Donc a priori, ça devrait pouvoir le faire. Bon, enfin, on a un peu plus de temps, je peux être en retard aussi à ma réunion, c'est pas très grave. Donc, bon, vous savez bien, hein, alors je vais plutôt rester comme ça, je suis désolé, mais voilà, c'est ici, c'est la seule qui soit avec les tout petits vaisseaux hein, dans la chapelle. Et là aussi, vous savez très bien que, en particulier pour les GNAP, soit c'est possiblement, très bien, c'est des vascularites en cas, soit il y a des dépôts granuleux d'immunoglobuline et de compléments, bah, que ce soit une vascularite IgA, que ce soit des lupus, que ce soit beaucoup de choses. Soit, et c'est quasi pathognomonique, on va y revenir, c'est les dépôts linéaires sur la membrane basale glomérulaire et c'est les vascularites anticorps antimembrane basale glomérulaire. Et du Alors, coup, je suis désolée, j'avais juste une question vraiment de base, mais du coup, la cible, c'est pas vraiment les vaisseaux. non, et pourquoi on se dit que c'est une vascularite alors? Parce que ça explose la membrane, enfin, la membrane capillaire, la membrane basale glomérulaire, il y a quand même des vaisseaux et donc ça sort à ce moment-là. Oui, ok. Et donc, c'est une bonne remarque, c'est la première fois qu'on l'a fait, et c'est objectivement très bien, mais je pense que c'est logique en effet. Alors, en toute rigueur, on parle de goût de pâcheur que quand il y a une atteinte à la fois du rein et du poumon, et c'est 54, 40% du temps. À peu près. De toute façon, je l'enregistrais, c'est comme ça. Voilà. Donc, pour le goût de pâcheur, il faut qu'il y ait à la fois le poumon, à la fois le rein. Dans les vascularites anti-membrane basale glomérulaire, c'est une atteinte rénale isolée, ce qui est un peu plus que 50% des cas. Et puis, il y a des cas encore plus exceptionnels, mais que nous, on ne voit pas, où c'est une atteinte pulmonaire isolée. Je vais en parler un tout petit peu. Ça a été décrit donc en 1919 par M. Goodpasture dans les suites de la grippe espagnole. Donc, on a un patient qui a fait ça, et donc vous voyez bien tout de suite le lien qu'on peut faire avec les infections, je vais y revenir. Et donc, c'est là, à ce moment-là, où ça a été décrit. Et ensuite, donc, la cible, comme tu l'as fait très justement remarquer, c'est finalement pas vraiment le vaisseau, mais c'est plutôt la membrane basale glomérulaire, cette magnifique petite structure dont on pourrait parler pendant des heures et des heures, et qui est formée de beaucoup de choses, de beaucoup d'éléments, évidemment surtout le collagène 4. Et donc on va y revenir, et c'est la cible principale, mais aussi la myéline. Je vais vous parler d'anticorps qu'on recherche peu ou moins, enfin en tout cas qui peuvent également être des cibles comme perlécan ou antactine, mais on va y revenir tout à l'heure. Et donc, c'est là, non pas usual suspect, mais c'est là où vraiment est le problème. Donc, 1919, la description de la maladie, 1967, quelques années après, le fait qu'on découvre, donc c'est un article de GXMed, que c'est en effet des anticorps antimembrane basale glomérulaire qui sont impliqués dans cette pathologie. On repasse encore le temps, cette fois-ci c'est en 1988, c'est pour faire durer le suspense, où on se dit, bon, bah, il y a la membrane basale glomérulaire, mais c'est plus précisément le collagène 4. Et puis enfin, il y a le papier vraiment séminal, d'une certaine manière, enfin vraiment très important, en 2010, donc ça fait maintenant une quinzaine d'années, d'accord, qui décrit à la fois dans un modèle d'allo-anticorps, je vais y revenir, c'est le POSREF, dans les alportes, mais également et surtout dans les auto-anticorps et qui découvrent entre guillemets la vraie cible. Et la vraie cible, c'est la partie non collagénique, hein, NC1 comme 4A3, c'est-à-dire la partie non collagénique de la chaîne alpha-3 du collagène 1, mais également d'ailleurs de l'alpha-5, et puis en fait, même toutes les chaînes peuvent être reconnues. Parce que vous savez qu'il y a alpha-1, alpha-2, alpha-3, alpha-4, alpha-5, alpha-6, qui s'enroulent entre eux et qui vont faire ce réseau et qui sont attachées entre elles par des parties non collagéniques, et en particulier les ponts disulfures. Donc, si on va encore un petit peu plus loin, en fait, c'est quoi la physiopathe qui est à la fois simple et à la fois vraiment bien démontrée? C'est qu'il y a donc les ponts disulfures, que assez régulièrement ces ponts disulfures vont s'ouvrir, et que quand il y a, dans un contexte génétique pour ici, mais en tout cas, quand il y a une atteinte et quelque chose qui va faire qu'il va y avoir un changement conformationnel pathogénique,
d'infections, médicaments, des toxiques, évidemment, le tabac, etc., et ben, il va y avoir l'apparition d'épitopes qui sont normalement cryptiques et, encore une fois, chez certains patients, la formation de ces anticorps dirigés contre la chaîne NC1 comme 4A3 ou NC1 comme 4A5. Alors, sans rentrer justement trop dans les détails, c'est le même papier, hein, mais donc il y a eu en cristallographie, il a été montré qu'il y avait deux sites, en fait, EA et EB, qui normalement ne sont pas exprimés, mais quand il y a donc ces changements conformationnels, ils vont être visibles, exprimés, et donc visibles pour le système immunitaire, et donc la production de ces anticorps. C'est exactement c'est le même papier, hein, et donc ça c'était sur le rein, là c'était dans le sérum, et là c'était dans les reins. Et vous voyez qu'on a alpha 3, alpha 5 principalement, et le côté dénaturé qui est retrouvé aussi bien dans le sérum de ces patients que dans les reins de ces patients. Et donc c'est la démonstration de ce que je vous ai mis sur le petit sketch, un sketch, un édito qui accompagnait le papier et qui résume ça quoi, d'une certaine manière. Alors, il y a deux points un petit peu particuliers sur lesquels je voudrais insister. C'est de nouveau, hein, on a déjà parlé de l'antigène spreading pour les extramembraneuses, c'est-à-dire le fait d'avoir une immunisation qui est plus large, avec des cibles en fait, qui sont plus larges. Ça a été montré aussi que ça donnait des formes plus graves pour le Goodpasture. Et puis l'isotype d'immunoglobuline, donc avec l'IgG3 qui est un facteur de gravité. En général, c'est l'IgG1, l'IgG4. Vous allez voir que de temps en temps, il peut y avoir des négativités dans les tests sériques, surtout quand c'est des IgA, par exemple. On parle des enquêtes IgA longuement hier, je crois, ou avant-hier. C'est un peu vrai aussi. On a parfois des trous dans la raquette, mais pas très souvent. Je vais y revenir sur les tests sanguins pour la détection donc, des anticorps antimembranes basales de Maryland. Et puis, si on veut être tout à fait complet, ce papier, en plus, il est en libre échange, j'allais dire, qui est vraiment très très bien, qui est tout récent, hein, qui fait un point sur toutes les cibles. Donc, on a parlé évidemment de NC1 comme 4A3, 4, 5, 6, etc. Mais vous voyez qu'il y a d'autres cibles qui peuvent être mis en évidence, la peroxydazine, je vais y revenir, l'antactine, le pervécan et la lamilline, qui sont aussi des constituants donc, de la membrane basale glomérunaire. Alors, la peroxydazine, c'est assez amusant. Je pense que personne vraiment les utilise en pratique, mais ça rentre même dans le mécanisme, et pas simplement d'ailleurs pour les Goodpasture, mais également pour les vascularites avec un moins bon pronostic. Et en fait, la peroxydazine est une enzyme qui va stabiliser les ponts disulfures. Donc, si vous avez les anticorps anti-peroxydazine, les ponts disulfures sont moins difficiles le matin. En plus, je me couche tard, en plus, je ne pas vous. Ils sont moins stables, et donc il va y avoir plus de ces dissociations, et donc plus de risques, d'accord. Là, vous avez compris le truc. Et ça marche, hein, parce que là, c'était un papier aussi bien pour des MPO, enfin des vascularites en cas, et également des Goodpasture, et le fait d'avoir des anticorps anti-peroxydazine dans le sérum, c'est-à-dire chercher après coup, expose à des formes plus graves en cas, ils sont plus fréquents chez les patients qui ont donc la vascularite anti-LVG. Ça va? Jusque-là, tout va bien. Alors après, il y a la lamilline. Alors, il y a même des vascularites anti-MVG, anti-lamilline, pour lesquels on ne retrouve pas les MC1 col 4A3 et autres. Mais c'est souvent, le plus souvent quand même, associé. Donc, chez des patients qui étaient positifs, il y en a un tiers, qui ont des anticorps anti-lamilline aussi, et ça a été associé à des formes cliniques un petit peu différentes, et en particulier avec une atteinte plus fréquente pulmonaire. Tout ça, c'est des maladies rares. Hein. Vous imaginez bien que quand on est dans la rareté de la rareté, là aussi, ça permet d'avoir des chiffres, mais enfin, c'est assez intéressant. Et puis, le dernier truc, là aussi, donc il y a quelques mois qui est sorti, c'est les antiperlécans. Là aussi, c'est pour aller donc de plus en plus loin. Et en fait, les patients qui sont à la fois NC1 col 4A3, à la fois l'amyline, à la fois antiperlécan, c'est-à-dire ici les triples positifs, ils sont plus rares avec des hémorragies alvéolaires et plus souvent des insuffisances rénales, plus sévères. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais
pense que ça rejoint un tout petit peu l'antigène spreading d'une certaine manière. C'est-à-dire que si tu as plein de cibles et que tu commences à taper, bah, tu finis par abîmer encore plus ta membrane nasale, pneumonaire ou alvéolaire, et donc ça explique. C'est totalement hypothétique, hein, ce que je dis, pour expliquer les choses. Et puis le dernier, alors là, je crois que c'est le dernier, oui, qui est plus ancien, ça c'est en 90. Après, c'était juste pour vous dire que voilà, vous avez tout ce que vous voulez. Et donc, il y a aussi des en actine qui ont été décrits dans les vascularites anti-MBG. Bref, donc, on a la cible. Maintenant, le facteur favorisant. Le facteur favorisant, c'est globalement les infections et les toxiques. Infection, bah, je vous ai parlé de la grippe. Le CMV, c'est aussi décrit. Et puis, je vais vous montrer un petit truc sur le Covid. Comme, je sais plus qui est-ce qui ici, c'est Julien Zuber qui disait qu'avant de faire passer un papier, c'était facile si on disait qu'il y avait le Covid. Et puis maintenant, c'est devenu au contraire quelque chose de négatif, parce que c'est tellement passé et exceptionnel. Bon, enfin bon, c'est plutôt assez amusant. Et puis, il y a les toxiques sur lesquels je vais revenir, un tout petit peu la génétique. Donc, je vous ai parlé de la grippe. Et ça, c'est pour le... Donc, voilà, on imagine bien qu'on s'abîme les alvéoles, que ça peut entraîner des trucs. Et ça, c'était c'était une étude monocentrique, ou en tout cas un registre monocentrique. Vous voyez, c'est un centre où il y a beaucoup d'anti-MBG, parce que c'est quand même, nous, on en a 1 ou 2 par an, hein, à peu près. Puis, on n'a pas beaucoup, je vais vous donner, c'est 0,5 à 1 par million d'habitants. D'accord, l'incidence. Et ils ont remarqué qu'en avril 2020, qui était juste après mars 2020, là, c'était en pleine crise Covid, ben, ils ont eu beaucoup plus de Covid. Bon, voilà, ça me permet de faire un truc, mais ça me permet de dire simplement que l'hypothèse, en effet, infectieuse, n'est pas complètement, enfin, est même plutôt assez intelligente, même si vous allez voir, on ne retrouve pas toujours un interrogatoire, évidemment. Et puis, avec le toxique, le plus important, en 40% des cas à peu près, dans des revues, en particulier celle de Cindy Barquet, que je cite, une de vos collègues, je sais pas si vous la connaissez, elle a été intéressée, elle était toute contente parce que je l'ai citée, je ne savais pas que c'était elle. On fait attention. En tout cas, ça fait longtemps que je faisais le cours. 40% des cas à peu près de tabac, d'accord, bah, ça abîme les alvéoles. Puis pour la petite histoire, moi j'ai un patient qui avait eu un groupe Pasteur, bon, c'est une dialyse, on avait greffé, complètement alcool-tabagique, mais ça c'est pas le problème. Et en fait, 4 ans après, il s'est remis à fumer, il a refait un groupe Pasteur. C'est aussi des dentistes. C'est là où je suis enregistré, donc je ne peux pas raconter ce que ça fait. Hydrocarbures, ça a été aussi décrit. Là aussi, nous, on a une petite histoire aussi. On vous l'a déjà raconté. On avait, alors vous savez pas ce que c'est des fours, j'imagine, mais avant, quand il n'y avait pas simplement des fours à micro-ondes, il y avait aussi des fours normaux. Et puis pour le four normal, il faut nettoyer. Avec un truc avec des solvants, en fait. On a une patiente qui est arrivée avec un Pasteur. On est sorti. Et puis 3 mois après, elle est revenue pour une récidive, ce qui n'existe pas. Il n'y a pas de risque. Je vais vous donner les chiffres précis, normalement, récidive. Et en fait, elle était femme de ménage, elle était très consciencieuse. Donc, quand elle nettoyait les fours, elle allumait, peut-être soit un petit peu chaud parce que c'est facile pour retirer. Elle mettait du décapfour, elle mettait la tête dedans et puis elle frottait très très fort pour retirer le gras. Donc, elle s'abîmait aussi ses alvéoles pulmonaires. Ce que je veux dire, c'est que c'est une réalité, cette notion de toxique. Et puis enfin, le dernier, c'est la lithotricie. Ça a été décrit d'ailleurs par une équipe française au propos d'un cas. Donc ça traîne partout. Et c'est aussi, ça existe. Et que évidemment, quand on met des ultrasons pour casser des cailloux, bah, on peut aussi casser des glomérules et faire apparaître les épitopes, machin, etc. Et vous voyez ce que je veux dire. J'en suis personne de médicaments. Chaque fois qu'il y a une mutation, on dit ici, il y a quelques trios, et comme ça permet de publier en anglais. Ce qui est important, je réponds. Et puis à la génétique, voilà, c'est pas un truc diagnostique, mais c'est pour aller dans le mécanisme. Et si vous voulez vous rappeler quelque chose, c'est DR15. Et dans une méta-analyse, et puis dans un modèle plutôt assez joli d'ailleurs de tétramère, anti-DR15, et puis qui s'est intéressé à la présence en fait de cellules T, CD4 réactives. Il y a 100 fois plus de CD4 réactifs contre alpha 3 dans ce contexte génétique. Donc, ce qui veut dire qu'il y a, comme je vous ai montré, le côté la cible, le toxique, ou en tout cas la sucre, comme on dit, et puis également le côté génétique.
On continue. Alors, on passe à la clinique. D'abord, donc, comme je le disais, c'est une maladie rare, entre 0,5 à 1 million d'incidences, 1 par million, pardon, d'incidences. Il y a deux pics d'âge, aux alentours de 30 ans, aux alentours de 60 ans, un petit peu plus d'hommes, mais c'est en train de diminuer, probablement avec le tabagisme plus féminin. Le tabac, comme je vous disais, qui est retrouvé dans 46% des cas, le toxique dans 10%. Et comme je le disais aussi, donc le seul, c'est 54%, je me souviens bien des chiffres, comme je l'ai fait il y a 5 jours, c'est pour ça que j'arrive à me rappeler 54, parce que normalement, je dis, ouais, c'est à peu près 50. Ne croyez pas que je suis. Rein, poumon, c'est 40, et poumon seul, c'est 6%. Donc vous voyez que sur le papier, et c'est important pour les traitements, on va le voir, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que je vais vous dire, mais je vais vous donner des recommandations. C'est important parce que rein seul, éventuellement, on change un petit peu les modalités de traitement, mais je vous fais un peu de teasing pour la suite. Si une clinique sont merdiques, c'est pas merdique, c'est-à-dire que soit on crache du sang et on tombe bien assez vite, soit en fait, les signes généraux, c'est plutôt de l'asthénie liée à l'anémie, liée donc à l'hémorragie intra-alvéolaire. Sur le côté rénal, il y a une HTA qui est très tardive, une hématurie, une anéurie, ça je pense que quand on discute, éventuellement, quand on pisse du sang, peut-être aux urgences, mais enfin, il y a du retard au diagnostic et même au fait de venir, donc c'est quand même très aspécifique. S'il y a d'autres atteintes, particulières articulaires, il faut rechercher, je vais y revenir, une association, c'est pour ça que maintenant on fait systématiquement en cas anti-GBM, c'est dans les recommandations. Il faut rechercher une positivité des encas, parce qu'on a le droit de faire une vascularité en cas avec des anti-GBM et inversement. Vous allez voir les incidences. Signe biologique, il y a une GNRP, il y a une hémorragie, j'ai retiré la radio et puis le scanner, parce que maintenant ça n'apporte rien. Ce qui compte, bien évidemment, et c'est une urgence, c'est de rechercher les anticorps antimembranes basales glomérulaires. Pardon, ça va dans le mauvais sens. Et donc, les anticorps antimembranes basales glomérulaires. Jusqu'à il y a quelques années, on avait des petites maisons, des trucs qui n'étaient pas terribles. Là, maintenant, c'est simple, c'est l'immunoglotte dans le sang. Parce que de toute façon, cette maladie, par des exceptions, ça doit être associé soit à des dépôts linéaires sur la biopsie, donc c'est les anticorps déposés, c'est l'immunofluorescence directe sur du rein, d'accord, sur la biopsie rénale, soit la recherche d'anticorps circulants. Et cette recherche d'anticorps circulants, elle se fait en particulier donc, avec des immunoassays. Maintenant, c'est les immunoglottes, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, de toute façon antigène spécifique. Et puis, de temps en temps, et on l'a fait une fois pour la dernière patiente qu'on a eue, parce qu'en fait, on n'arrivait pas à bien comprendre si elle était ou pas avec des anticorps antimembranes basales glomérulaires. Et donc, on a tous des reins normaux, soit d'hommes, soit de singes, d'ailleurs. Enfin, c'est toujours le même hein, pour le singe, dans les frigidaires. Et en fait, tu fais une immunofluorescence avec le sang du patient sur le rein normal du patient, si tu fais pas une biopsie ou si tu as un doute. Et quand tu mets en évidence qu'il y a la fixation, bah, voilà, c'est QFD, j'allais dire, ça prouve bien qu'il y a un anticorps circulant qui en plus reconnaît l'épitophe et qui va se fixer de façon linéaire. Juste quelques points, donc ça c'est sur la biopsie, ça peut, quand le glomérule est complètement explosé, parfois ça peut être négatif, c'est-à-dire que l'anticorps n'arrive plus à se fixer. Et puis, il y a en revanche, c'est vrai, quelques positivités ou en tout cas des dépôts linéaires, donc ça dépend après du contexte, mais dans le diabète, dans les protéines, enfin, on ne se trompe pas tellement quand même, je veux dire, quand on est dans un cadre comme ça, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des faux négatifs et des faux positifs d'une certaine manière, si on prend comme définition pure le fait d'avoir des dépôts linéaires le long de la membrane basale glomérulaire. Pour les anticorps, donc là, c'est globalement les immunoassays multiparamétriques avec une détection à la fois des ANCA et à la fois des anti-MBG. Et globalement, pour résumer la situation, la sensibilité, 93%, la spécificité 97%. Si tous les tests étaient comme ça, globalement, on serait plutôt assez content. Et donc, c'est un très bon test et ça doit être fait en urgence et ça doit être demandé vraiment. Alors, j'ai complètement changé mon discours parce qu'il y a 7-8 ans, quand on faisait des trucs, etc., je trouvais que c'était complètement idiot de demander quand même des anti-MBG pour une protéinurie à 3 grammes. Parce que c'est vrai que maintenant, il est quand même beaucoup plus en tout. Bon,
Là, c'est vrai que c'est simple, c'est bon, c'est un peu d'argent, mais pas tellement. Et puis, on a les tests où je crois qu'il est logique, et c'est les recommandations, de toute façon, de refaire ça. Au moindre doute, pour tout GNRP, j'allais dire, ou même insuffisance rénale aiguë, parce que finalement, c'est plutôt des insuffisances rénales aiguës, des anti-GBM, évidemment, quand il y a en plus un contexte, et de demander des anti-GBM en même temps que les ANCA. Ça a une très bonne valeur prédictive négative, c'est-à-dire qu'un test négatif est quasiment suffisant pour éliminer le diagnostic tant qu'on n'a pas eu la biopsie. Voilà. Et une très forte valeur prédictive positive, ça peut être important, parce qu'éventuellement, vous allez voir, je pense que c'est important de faire la biopsie rénale. On trouve toujours que c'est important de faire une biopsie rénale, mais là, ça l'est d'autant plus que ça va guider normalement dans les recommandations de traitement qu'on va faire. Mais si le patient est pas assez bien, est instable, qu'on ne peut pas faire la biopsie rénale, bah, c'est à la limite suffisant pour avoir le diagnostic si on a un tableau évocateur, plus les anticorps antimembrane basale glomérulaire. Et en plus, c'est corrélé aussi à l'évolution et à la gravité, donc c'est tout à fait intéressant. Donc 5 à 10% des patients avec anticorps sur la biopsie sont négatifs dans le sérum. C'est parfois la sensibilité du test, éventuellement la disparition des anticorps s'il y a déjà eu des traitements qui ont été faits. Et puis, je vous ai parlé des IgG, des IgA, et puis il y a aussi des IgG4 qui ne sont pas reconnus en fait par les tests qu'on utilise. Donc ça peut être faussement négatif. Et puis, en revanche, il y a des glomérulonéphrite croissants avec des anticorps circulants, mais pas de dépôt. Bon, on peut imaginer en effet qu'il y a une différence entre les deux éléments. Donc, en résumé, la biopsie, c'est toujours le pivot. En plus, ça va guider le traitement. Mais la positivité des tests est suffisante pour poser le diagnostic et commencer le traitement si la biopsie est impossible ou retardée. C'est hautement spécifique, la recherche d'anticorps anti-GBM, 97-93% de spécificité et de sensibilité respectivement, en urgence, en parallèle à des anti-MBG et les ANCA, et le niveau d'anticorps, ce que je vous disais, corrélé avec le pronostic. C'est un test qui est quand même aussi. Bon. Si tous les tests biologiques étaient comme ça serait un petit peu plus facile pour certains. Bon, l'histologie, vous la connaissez maintenant, mais ce qui est vraiment, c'est une forme la plus pure en fait d'extracapillaire. Il ne se passe rien à l'intérieur du floculus. Tout se passe sur la membrane et une fois que tu as cassé ta membrane nasale, il y a le capillaire, il y a l'issue de fibrine. Et donc, voilà, les croissants sont tous d'âge similaire. On avait parlé déjà pour les vascularités roncales, les anti-LPMO qui avaient parfois, souvent, il y a eu des poussées à l'avance, ce qui fait qu'il y a des trucs, là, ils sont tous pareils. C'est vraiment un oral. D'accord? Ça explose la capsule, il y a des nécroses, et puis ça, c'était un des cas qu'on avait eu dans le service. Bon, vous voyez bien que le floculus, là, il a du mal quand même à survivre entouré comme il est. Et ça, il y avait en 2019, il y avait eu un truc dans le New England, une revue dans le New England, et donc j'ai pris leurs images, je trouve que les nôtres sont plus jolies. Surtout pour les anticorps, je trouve que c'est plus joli quand même. Bon, enfin bref, linéaire. Et puis là, vous avez l'habitude maintenant, à chaque fois, on vous montre la rupture, l'issue de fibrine et la prolifération en regard. D'accord? Rien de très compliqué. Alors, il peut y avoir des atteintes pulmonaires. Alors, il vaut mieux pas terminer comme le monsieur là-bas, c'est-à-dire que là, il n'a plus de poumon, donc il est mort. Bref, puis là, je vais faire comme les externes. Alors, vous voyez très bien les pneumocytes purgescents. Bon, en tout cas, on voit bien les trucs rouges, c'est l'hémorragie intra-alvéolaire. Non, mais il faut dire. Bon, et vous voyez aussi qu'il y a une fixation linéaire sur les membranes basales alvéolaires. Effectivement, nous, on ne voit pas les formes, enfin, les fonds, on ne voit pas les formes qui sont purement localisées au poumon, comme je disais, c'est à peu près 6% du cas. Le pronostic vital, il est plus moderne. Je vais y revenir aussi. Fonctionnel, vous savez bien que j'aime pas ça, mais enfin, voilà, pour le guérisse. Et globalement, il n'y a pas ou peu de rechutes. Je vous ai donné quelques exemples où c'était parce qu'il y a eu de nouveau d'un tabagisme ou des solvants. Alors, le principe du traitement, il est assez simple. C'est une urgence. Au moindre doute, on commence même avant, si c'est le week-end et qu'on ne peut pas avoir ni les anticorps ni la biopsie, il faut commencer le traitement. L'autre principe, hormis avec des encas associés, c'est que normalement c'est 6 mois.
on ne traite que 6 mois, donc c'est très court, parce qu'il n'y a pas de rechute. Et puis, je vais y revenir, mais on ne transplante pas quelqu'un qui a encore des anticorps fluorants, des agglomérules au centre, pas une bonne idée. Au moins 6 mois, on rassure, c'est-à-dire que globalement, comme un petit délai avant d'être transplanté, c'est assez rare, mais c'est quand même un grand principe qu'il faut garder à l'esprit, sinon ça récidive sur le greffe. Et ça, c'est les recommandations Cadigo. Donc là, je vais le citer, c'est le professeur Piuzet, qui est le grand Manitou pour les vascularites anti-LVG. On était son interne à Smith en 1900. Bref, 90. Donc, c'est rigide, mais c'était très très précis. Et donc, vous voyez, c'est très rigide. Il y a les échanges plasmatiques, il y a l'endoxan, il y a les stéroïdes, je vais y revenir. En tout, pour 6 mois. C'est lui qui les a écrits, hein, pour les Cadigo, il les avait fait. Bon, voilà. Donc, il dit exactement qu'est-ce qu'il faut utiliser comme échange plasmatique, je vais y revenir. Du PFC si on va l'utiliser aussi avant. Bon. Et globalement, c'est une question qui est assez importante, c'est normalement jusqu'à la négativité des anticorps anti-LBG. Parfois, ça peut être un peu long, donc c'est bien compliqué. En général, ce qu'on essaye de faire, c'est la première semaine au moins 5 ou 6 tous les jours. Et puis ensuite, ça va peut-être changer maintenant, je vais vous dire. Et puis ensuite, c'est en moyenne 14 jours. Et dans une étude française, il a été montré que le pic optimal, entre guillemets, en tout cas, ça a répondu, c'est 8 jours. Enfin, 8 échanges, pardon. 8 échanges plasmatiques. L'endoxan, donc là, c'est aussi à l'anglaise d'une certaine manière, mais c'est oral, plutôt. Nous, on le fait plutôt en bolus. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un papier, là aussi français, qui a montré que le fait d'être en oral était peut-être mieux que d'être en bolus. Et comme il dit, et c'est pas complètement faux, c'est-à-dire que c'est pour 3 mois, la toxicité orale de l'endoxan, enfin, la toxicité de l'endoxan oral, on sait que pour 3 mois, c'est pas monstrueux, donc c'est pas totalement illogique. C'est pas ce qu'on fait dans le service, hein. Mais voilà, je dis, en toute rigueur, les recommandations, c'est plutôt en oral, 2 à 3 mg par kilo. Donc, voilà, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous êtes. En plus, ça vient d'une expérience chez lui à Smith. Il dit, et les recommandations, c'est on traite tous les patients, sauf si les gens sont en dialyse, s'il y a 100% de glomérule atteint et qu'il n'y a pas d'atteinte pulmonaire. Parce que de toute façon, c'est foutu. C'est les recommandations. Franchement, je me souviens très bien de la dame, je vois encore même sa chambre quasiment, je me souviens surtout des trucs anciens, on faisait comme ça, donc on n'a pas traité, qui a fait 15 jours après le début une hémorragie intra-alvéolaire et qui est morte. Je trouve que c'est un peu difficile de ne pas traiter quelqu'un qui a une passion. Mais en plus, je répète, en toute rigueur, on ne traite pas les gens qui sont en dialyse, qui ont 100% sur la biopsie, c'est pour ça qu'il faut faire la biopsie. Parce qu'il y aura des nécroses tubulaires, même quelqu'un d'anurique, hein. Et s'il n'y a pas d'hémorragie intra-alvéolaire, bien évidemment, puisque c'est c'est le pronostic vital. Donc ça, c'est l'étude dont je vous parlais, française, donc un certain nombre de gens que vous reconnaissez, et vous voyez que les plasmaphéreses sont associés à une amélioration de la survie rénale et du patient, et c'est, croyez-moi, là, je n'ai pas mis le papier en entier, c'est optimal, entre guillemets, c'est 8 échanges. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire optimal, puisque ça veut dire qu'en tout cas, il faut en faire certainement au début jusqu'à la négativité, et qu'en général, on arrive à avoir la négativité après 8 échanges. Alors ensuite, oui, ça c'est pareil, mais c'est Cindy, donc c'est pour ça que je l'ai mis. L'immunoabsorption, donc je ne sais pas quelle est votre opinion religieuse sur l'immunoabsorption versus l'échange plasmatique, ça dépend complètement en fait des équipes qui le font. Enfin, je veux dire, parce que, voilà. Et donc, alors, comme c'est vraiment rare, j'ai pris un papier où en fait c'est à la fois dans les AMPIA et à la fois dans les anti-GBM. Objectivement, ça a l'air de marcher aussi bien. Est-ce que c'est mieux? Les tenants d'immunoabsorption disent que comme ça permet de laisser quand même les autres immunoglobulines qu'on ne veut pas retirer, et donc c'est moins pourvoyeur d'infection. On ne sait rien, c'est surtout, ça dépend de ce que vous avez sous la main. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire, en tout cas, une thérapie pour retirer les anticorps. Oralivé, toujours donc le même papier, ils avaient trouvé quand même que le côté oral était associé à un meilleur pronostic. Donc
en toute rigueur, c'est ce qu'il faut faire. Je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas déjà. Il faudra peut-être que j'y réfléchisse. Puis le rituximab, évidemment. Alors, non, mais dans le bon sens du terme, c'est vrai que c'est des médicaments merveilleux. Mais bon, donc ça a été aussi utilisé là. Ce qui est vrai, c'est que au global, en première ligne, c'est pas terrible. En deuxième ligne, c'est-à-dire pour récupérer des patients graves, c'est un petit peu mieux. On réserve le rituximab en fait aux patients qui ont des antécédents qui font qu'on se dit que l'endoxan va être vraiment problématique chez ces patients. Il n'y aura jamais d'études de façon vascularité en cas, parce que c'est une maladie tellement rare qu'il est très peu probable qu'il y ait une étude comparative entre endoxan et rituximab. Il y a un truc, mis à part que le papier est complètement incompréhensible d'un point de vue méthodologique, c'est une étude chinoise. Ils ont fait un groupe contrôle un groupe sans échange. J'ai un peu de mal à comprendre. Un groupe contrôle habituel, et puis un groupe avec du rituximab en plus de l'endoxan, un petit peu comme on dit sur les formes graves de vascularité. Et honnêtement, ça a l'air de plutôt pas mal marcher, ça fait baisser les anticorps un petit peu plus vite, ils ne reviennent pas non plus. Et donc, c'est ça. Et donc, le contrôle, enfin, sans échange plasmatique, mais je pense que ça se mord la queue. C'est-à-dire probablement, ils n'ont pas eu les échanges plasmatiques, c'est en dialyse, il y a zéro récupération. Le contrôle, voilà, et avec le rituximab, c'est ici, donc une meilleure récupération si on met à la fois du rituximab et de l'endoxan. Je me suis dit que possiblement les prochains feraient ça, mais comme il y a autre chose parmi les nouveaux traitements qui apparaît, je ne sais pas si ça. Voilà. Et ce qui apparaît, c'est l'immunifidase, vous connaissez, c'est cette protéine. Donc, enfin, c'est un médicament dérivé d'une enzyme qui dégrade les immunoglobulines, du streptocoque. C'est probablement le traitement le plus efficace pour tout ce qui est anticorps. On l'utilise. Il y a même une RCP nationale sur la désimmunisation pour les patients en attente de greffe, sachant qu'il y a une guerre entre les gens de Lyon et puis Julien Dubert. Donc, il fait d'autres trucs dont je vous ai parlé. Enfin, voilà. Tous les trucs avec l'immunifidase, en fait, globalement, ce qu'on voit, c'est surtout un rôle aussi. C'est-à-dire que ça fait complètement, mais en quelques minutes, j'allais dire, pouf, plus d'anticorps. Assez souvent, ça rebondit. Nous, le dernier qu'on a eu, on l'avait envoyé à Tenon d'ailleurs, il a eu ça, et ce qui permet normalement d'arrêter les plasmaphéreses. Mais finalement, quand j'ai regardé le dossier de la patiente, vous n'étiez pas là, pas encore. Globalement, elle a eu quasiment plus d'échanges que si on lui avait fait le truc habituel, parce qu'on a vu que ça remontait, ces anticorps anti-GBM, après l'immunifidase, donc on lui a refait et on a eu l'impression que, ça compte d'un cas, hein, que finalement c'était, je ne sais pas si ça permet d'aller plus vite que les échanges plasmatiques. Et puis il y a une phase 2 qui a été faite, qui est là aussi incompréhensible. Non, mais comme c'est une maladie très rare, donc c'est 26 patients, donc inférieur à 15, ils étaient exclus. Supérieur à, là, ils étaient inclus avec de l'immunifidase. Et vous voyez, donc, s'ils étaient en dialyse, il y en a un qui est mort, on a l'impression que ça fonctionne. Et puis, c'est assez à la mode. Donc, globalement, aujourd'hui, s'il y a une vascularite anti-MBG, en tout cas isolée sans ANCA, je pense que la logique, c'est de l'ajouter, commencer un échange, rapidement faire l'immunifidase, suivre de très près les anticorps pour savoir s'ils réapparaissent, pour refaire des échanges si nécessaire. Et ça paraît être actuellement relativement logique de faire ça. Et je crains surtout qu'on n'ait pas beaucoup de réponses, beaucoup plus que cette phase 2. On va attendre de voir, mais j'espère qu'on en aura. Alors là où c'est amusant, c'est qu'ils ont réutilisé, donc ces auteurs, les patients inclus dans l'immunifidase. C'est juste intellectuellement, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont montré en effet que les anticorps anti-MBG, quand il y avait un rebond, c'était moins bon. Et le rebond, il est venu, c'est 10 sur 15 patients. Et qu'en plus, probablement, c'était surtout l'épitope EB qui était important. Quand il y avait un rebond, c'était lui qui était la cible. Comme ça, vous avez toutes ces informations depuis les roll-to-date. Je ne sais pas comment est-ce que ça change. En pratique, ça c'est sûr. Et sur le côté physiopathe, on peut se dire que peut-être l'épitope, vous vous souvenez, vous avez parlé des deux antigènes peptiques.
EA ou EB dans le papier de 2010 à Binoélan. Et probablement EB est un peu plus important que EA si on utilise ce modèle de rebond en se disant que c'est surtout les EB qui sont là quand il y a quelque chose. Alors après, on est dans des trucs plus rares, mais enfin bon, pour un ufologue, c'est toujours amusant. On rappelle que l'ALPORT, c'est donc aussi une maladie du collagène 4, de la chaîne alpha 5 du collagène 4. Les patients n'ont pas de chaîne alpha 5 du collagène 4. Quand tu les greffes, quand tu mets un greffon, bah, par définition, tu mets un greffon au-delà de la chaîne alpha. Et donc, ils vont, de temps en temps, 5% des cas classiquement, développer des anticorps anti-IgBM. On a même, puisqu'on fait des biopsies de dépistage, 15% avec des dépôts linéaires. Il y a même des extracapillaires, j'en ai vu 2, qui ont été seulement dialyse, du fait d'un good pasture induit une sorte de transfert, en fait, comme dans les modèles immuno, hein. On a transféré l'anticorps, et ben, le patient fait après des anticorps. Alors, il y a deux choses. D'abord, ça se voit probablement, il y a des formes d'apports qui, avec aussi cette notion d'antigène spreading, probablement se voit plus souvent quand la délétion et la mutation du col 4 à 5 est plus large, parce qu'il y a plus de risque de faire des anticorps. Et c'est vrai qu'on en voit, c'était le deuxième bullet point, et puis on en voit de moins en moins, et probablement parce qu'on utilise de plus en plus dans les protocoles d'immunosuppression à cause de ces fameux hyperimmunisés, etc., des médicaments anti-B. Donc je pense qu'en mettant des anti-B dès le début, bah, ça empêche de produire ces anticorps. C'est pour ça que dans le dernier papier de 2018, classiquement, c'est des 5%, là on est plutôt aux alentours de 1,4%. Là non plus, c'est quand même pas très très fréquent, hein. Donc, c'est sur des petits chiffres, mais c'est intellectuellement intéressant. Alors après, il y a des formes particulières, il y a des formes réfractaires. Donc je vous ai dit, moi je pense qu'il y a la place probablement pour l'association du cyclophosphamide et du rituximab en termes de traitement. Il y a des associations avec d'autres néphropathies, certains anti-PLA2R, des lupus, des vascularites en cas, je vais y revenir surtout, des IgA. Le traitement est plus long, mais je vais y revenir surtout pour les ANCA, c'est-à-dire qu'il faut traiter les deux maladies. Donc globalement, eh ben, il faut traiter les vascularites en cas, voilà, au moins 2 ans. Donc c'est plus les 6 mois de traitement immunosuppresseur des anti-MBG. Donc il y a des anti-GBM atypiques, ça j'en ai déjà parlé, et puis il y a quelques cas de MGRS, le point sur la revue de la littérature, etc. C'est-à-dire qu'il y a quelques anticorps anti-MBG monoclonaux. Donc, quelque part, ça se rapproche peut-être, donc on pourrait se poser la question du DARA, du truc de gauche. Enfin, je pose la question de... Les doubles positifs, donc il y avait Maëva Clarté qui les avait fait ici chez nous, mais on a mis un peu de temps pour le publier, donc c'est passé dans une moins bonne revue, mais c'est le même nombre de patients. Là, vous trouvez Pusey, donc c'est des gens qui sont à la fois anticorps, anti-MVG et à la fois en cas. C'est pas si rare, hein. Donc dans des séries, sur 900 patients, on va dire 1000 patients quasiment en cas, 5% avaient des anti-GBM. Et sur 121 anti-GBM, un tiers avait des ANCA. Ce qui est un argument pour se dire que ça vaut la peine de rechercher les deux, c'est en particulier quand il y a des signes associés. Un immunoblotte avec les deux trucs. Les ANCA précèdent les anti-GBM, c'est plus souvent des anti-LBO. Et ça va changer la durée du traitement, je vous le dis, puisqu'ils ont plus de rechutes, et donc par définition, il faut traiter plus souvent. Et ça donne quoi? Bah, ça donne ça c'est les relapses, hein, les rechutes. Ça, c'est les anti-MBG. Là, c'est les vascularites en cas. Là, c'est les doubles positifs. Donc, le même risque, on va dire, de rechute qu'avec les vascularites en cas. En revanche, enfin, je veux dire, le survie du patient n'est pas vraiment différent. Et puis, il y a un truc intermédiaire, en fait, pour la survie rénale, les anti-GBM, les ANCA, et ici les doubles positifs, probablement parce qu'on fait le diagnostic un tout petit peu plus tôt, puisqu'ils ont eu des signes extra-rénaux qui font que les gens, possiblement, sont diagnostiqués un peu plus tôt. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'autres explications à dire ce côté un peu intermédiaire. Donc, ça aussi, ça fait le point, c'est dans le même numéro de NDT, et puis c'est aussi en free, donc vous pouvez le prendre. Ça fait c'est ce que je vous ai dit au fur et à mesure, et donc partant des recommandations Caligo, c'est toujours Pusey qui l'écrit de toute façon, mais il y a un peu plus de
rentrer dans les détails selon le type de traitement, quand c'est réfractaire, etc. Je ne peux pas passer sur tous les trucs, hein, les principes du traitement, vous l'avez compris. Et de toute façon, c'est quelque chose pour lequel il faut discuter entre nous. Alors, le pronostic, si on veut être optimiste, et je pense qu'il faut l'être, ça c'est 2001, ça c'est 2018, vous voyez qu'il y a une amélioration de la survie des patients, donc c'est mieux. Et globalement, en termes de survie rénale, c'est pas encore très satisfaisant, quoi. Parce que il y a cette notion, si vous êtes en dialyse, si tous les glomérules sont atteints, c'est de aucune chance. S'il y a de la nécrose tubulaire, vous pouvez récupérer. Les gens qui ont été en dialyse, qui sont sortis de dialyse, au bout d'un an, on a que 5% qui sont toujours dialysés. D'accord? Donc, super, ils sont sortis de dialyse. Ouais, mais après, en fait, ça vient. Alors, les facteurs pronostiques ne sont pas très intéressants, si ce n'est en négatif, enfin en positif. Pardon, pronostic meilleur avec les échanges plasmatiques. Sinon, plus tu es âgé, plus tu es avec des comorbidités, plus tu as été intubé, moins bon c'est pour ta survie. Et c'est moins bon aussi pour la survie rénale. Et tout ça, c'est à peu près des évidences, quoi. Plus c'est grave d'une certaine manière. Bon, ça je passe. Pour dire, je suppose que vous l'utilisez, ça ne sert à rien si c'est dans des études, hein, pour le coup. Vous savez, le score de pronostic pour les vascularites en CAN et LRS, ça a été validé, ça a permis de faire un papier, aussi pour les vascularites anti-MPG. Les récidives, donc je vous ai dit, c'est exceptionnel, 2 à 14% des cas avec une médiane à 4 ans. C'est probablement plutôt quand il y a de nouveau une infection, de nouveau du tabac, de nouveau des hydrocarbures. Ah, c'est marrant, je trouve que j'ai un autre truc. Ah non, c'est tout. Ça doit être ça. Donc, si on se résume, c'est. Alors, Laurent Ménard dit qu'il y a aussi une part B, une part T. Bon, il y a une ouverture du mais c'est très bien. Comme ça qu'on l'aime. Bon, enfin, il ne faut pas déconner, c'est quand même une maladie à anticorps. NC1 col 4A3, éventuellement NC1 col 4A5, en particulier pour les alcoors. Et puis les autres trucs dont je vous ai parlé, peroxydazine, etc. Le diagnostic, c'est vraiment la recherche des anticorps et la biopsie rénale. Le traitement, c'est une urgence. On fait tout ce qu'on peut. Donc, les échanges, je vous ai dit à peu près quel nombre, l'immunoabsorption, ça peut se discuter. La place de l'imfidase, qu'il faut un petit peu plus se préciser dans les formes réfractaires possiblement, le cyclophosphamide et le rituximab. J'ai fini. Et quand vous dites 100% des glomérules sains, c'est des glomérules actives. Vous ne dites pas que dans un poisson actif cellulaire, on peut gagner quelque chose avec un traitement? Non, s'ils sont, tu as vu la tête qu'ils ont, là, du glomérule, bon courage pour récupérer quelque chose. Hein. Non, mais c'est ça ce que je veux dire, c'est que s'il y a, enfin, c'est en tout cas, je vous ai dit que moi je traitais, pour les raisons que je vous ai expliquées, avec une autre raison un peu focus, c'est que ça permet de faire disparaître les anticorps plus vite et donc de greffer les gens plus vite. Enfin, comme de toute façon, on est à plutôt 2 ans d'attente, 3 ans d'attente, c'est pas le problème. Mais quand il y a des lésions actives dans les glomérules, dans cette pathologie, c'est des glomérules que tu ne retrouves pas. C'est d'autres maladies avec des croissances. Enfin, au contraire, bien sûr, les vascularites avant cas, à la limite, je ne sais pas comment vous dire, je préférerais, je n'en aurais pas, mais je préférerais avoir une forme active, hein, dans la classification. Voilà, je préfère avoir une forme active qu'une forme avec 100% de glomérulosclérose. Parce que les formes actives, pareil, à la limite pour Lysia. Le pronostic immédiat, c'est aussi pour le PF3, souvent, quand même, tu arrives à récupérer quand il y a des trucs actifs. Et dans le long terme, c'est plutôt la sclérose, la glomérulosclérose et la fibrose interstitielle, je parle de pronostic rénal, qui intervient, mais c'est vrai dans toutes les pathologies. Enfin, dans toutes ces pathologies. Je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard. Les anticorps que vous avez présentés au début, les différents, enfin, la physiopathologie, personnellement, quand on demande des anti-MPG dans le sang, c'est indifférent. Ils sont tous dosés, c'est un. Sauf les IgG4 ou IgA, ils sont négatifs, simplement parce que c'est pas autorisé. Et l'imfidase, c'est mis seul ou Non, c'est toujours avec un auxan.
avec échange, mais que tu arrêtes très vite, parce que vraiment. Mais ça se trouve un peu avec eux, c'est-à-dire que tu continues les échanges jusqu'au moment où tu es négatif. Si avec une mini-finale, tu deviens tout de suite négatif, tu fais qu'un seul échange. Mais il ne faut pas laisser partir une passion chez lui en disant c'est fini, parce que tu as vraiment de rebonds. Et parfois des rebonds un peu longs. Parce que je me demande jusqu'à quel point il ne faut pas taper fort au début en retirant les anticorps, tu vois. On ne sent pas totalement comme ça. Donc il n'y a pas de corticothérapie, non. Ah si, pardon, oui, non, je me suis. Enfin, j'ai pas. Il y a évidemment les corticoïdes, pardon. Je reviens sur les recommandations. C'était écrit, hein. Oui. Pardon. Mais c'est vrai que comme j'avais rien à dire de plus par rapport à l'endoxan, Péros ou les immunoabsorptions ou le nombre de trucs, c'est vrai que j'ai pas insisté là-dessus. Non, c'est corticoïdes, endoxan et champ. C'est un dunk. Pardon, je vais bien fait mal. Non, c'est hospitalier, je fais feuille. Oui, bon, ça va. Ok. Bon, bah finalement, alors, vous étiez tous là, donc j'éteins quand même l'enregistrement, bon, ça sera fait. Je ne suis pas un fan des enregistrements, mais voilà.